Vous n'arrivez pas à saisir pourquoi réussir dans la vie est si différent de réussir sa vie. Comment gérer vos émotions? Comment vous aimer? Comment vous connaître? Comment orienter vos désirs? Comment être heureux, tout simplement. J'ai condensé le fruit de mon expérience et des siècles de savoir philosophique et spirituel pour qu'enfin, vous puissiez répondre aux questions sur votre existence. Ah, et ben voilà, nous y sommes. Bienvenue à tous dans cette webconférence. Frédéric Lenoir va vous faire dans quelques instants sa webconférence que je pense que vous attendez tous. Vous avez été nombreux à vous inscrire aujourd'hui. Je vous rappelle que cet événement s'inscrit dans le cadre du lancement du premier cours en ligne de Frédéric Lenoir où il vous enseigne une nouvelle approche pour apprendre à vivre. Il va vous en parler dans un instant. Donc, dans le cadre de sa première masterclass sur Mentor Show, Frédéric Lenoir, si vous ne le connaissez pas encore, philosophe, sociologue, docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de plus de 50 ouvrages. Frédéric, tu chômes pas quand même. Plus de 7 millions de lecteurs, rien que ça, vous propose dans cette webconférence offerte pour vous apprendre les clés d'une vie bonne et heureuse. Au programme de la webconférence de ce soir, comment grandir en humanité en nourrissant la vertu, comment apprendre à lâcher prise pour retrouver la sérénité, comment grandir dans la joie, et puis, en toute fin de la webconférence, Frédéric répondra à un maximum de vos questions. Frédéric, bienvenue. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous venez de nombreux pays, ça me fait très plaisir. Notamment, je salue mes amis québécois qui sont aussi nombreux ce soir. Et je suis très heureux de pouvoir faire cette petite conférence sur ce thème qui m'est cher, apprendre à vivre, puisque vous savez que ça nourrit un peu ma réflexion depuis de nombreuses années. On apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à compter, on apprend à faire la cuisine, on apprend un métier. Mais au fond, il y a une chose qu'on ne nous apprend pas, c'est à gérer nos émotions, à nous connaître, à comprendre nos paradoxes, à faire face aux échecs, aux difficultés de la vie, à trouver un bonheur profond qui nous correspond vraiment. Enfin bref, on ne nous apprend pas l'essentiel de la vie, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour s'accomplir en tant qu'être humain. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette masterclass avec Mentor Show. Et donc, on va déjà ce soir dans cette conférence vous donner quelques petits éléments qui seront présents dans cette masterclass. C'est vrai que je faisais un petit point sur les participants dans le chat. Montréal. Montréal. Dites-nous d'où vous venez. On a Bruxelles aussi, la Belgique qui est représentée. Bordeaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Canadiens. La France est dans toutes ces régions et puis Suisse, Belgique, Canadiens. Effectivement. Mais ce que je vous propose maintenant, Frédéric, c'est qu'on plonge directement sur le premier sujet. Comment grandir en humanité en nourrissant la vertu? Oui, alors la vertu, c'est un mot qui est un peu démodé, c'est-à-dire que ça fait pas, on pourrait dire, ça fait pas vendre comme ça. Parce que on peut trouver que c'est un peu ennuyeux d'être vertueux. Quelqu'un de vertueux, on peut imaginer quelqu'un d'un peu très raisonnable, mais qui manque de fantaisie ou qui vit pas intensément. En fait, il faut quand même comprendre que, à la suite d'ailleurs des philosophes grecs, c'est eux qui nous ont très très bien parlé des vertus, que la vertu, c'est quand même la qualité essentielle à développer pour être heureux. Et pour Épicure, pour les stoïciens, pour Aristote, pour tous les grands philosophes de l'Antiquité, on retrouvera la même chose en Orient, hein, notamment dans le bouddhisme, dans le confucianisme, dans le taoïsme. La vertu, c'est essentiel. C'est une qualité morale que nous pouvons, ou intellectuelle, que nous pouvons acquérir et qui nous permet en fait d'acquérir des bonnes habitudes et qui nous permet d'avoir des plis, de prendre des plis dans nos actions, dans notre tempérament, etc., qui puissent nous conduire vers une vie bonne, vers une vie heureuse, vers une vie aussi altruiste, qui nous permet de vivre en société en harmonie avec les autres et avec le monde. Donc tout repose d'une certaine manière sur les vertus. Il y a des vertus morales, il y a des vertus qui relèvent de la volonté, il y a des vertus intellectuelles, comme le discernement par exemple, et puis les 4 vertus les plus connues, ce qu'on appelle les vertus cardinales,
c'est le courage, la tempérance, la justice et la prudence. Donc pour les anciens, c'était les 4 vertus essentielles qui permettent à l'être humain, s'il les acquiert, s'il les développe, s'il les cultive, à la fois d'être heureux, de s'épanouir en tant qu'être humain, donc de grandir en humanité, on pourrait dire. Et c'est aussi des vertus qui nous permettent de vivre bien en société. Puisque si vous vivez dans une société où il y a des gens courageux, des gens tempérants, des gens justes et des gens prudents, alors la prudence, c'est pas la prudence ou la peur de... Non, la prudence, faut la comprendre plutôt comme le discernement, c'est-à-dire l'action juste, savoir bien discerner ce qu'il convient de faire au bon moment. Et donc finalement, les vertus sont des qualités essentielles à acquérir. Alors, comment est-ce qu'on les acquiert? Eh bien, on va les acquérir en partie par l'éducation. L'éducation est là pour nous transmettre un certain nombre de vertus. On apprend à nos enfants à être courageux, à dépasser leurs peurs. On leur apprend à être juste, à être dans la justice, à ne pas mentir, à respecter la vérité des faits, à avoir une certaine équité vis-à-vis de leurs amis, etc. Donc, les vertus s'apprennent. Ça fait partie des fondamentaux de l'éducation. Et en même temps, les vertus, même si on les apprend, elles doivent se cultiver. C'est-à-dire que si on a appris tout ça, qu'on le fait bien petit parce qu'on a peur d'avoir une fessée, et puis qu'après, dès qu'on est adulte, on lâche tout ça, eh bien, elles vont partir. On a besoin, comme une plante a besoin d'être arrosée tous les jours ou une fois par semaine pour rester vivante et se développer, la vertu, pour rester présente en nous, elle a besoin aussi d'être arrosée régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut continuer de cultiver les vertus. Alors, une petite chose sur la définition des vertus, Aristote, qui est le philosophe qui a le mieux parlé des vertus dans son livre L'éthique à Nicomaque, Aristote définit la vertu comme un juste milieu entre 2 extrêmes. Par exemple, le courage, c'est une vertu qui est un juste milieu entre 2 vices. Le premier, c'est la lâcheté. Le deuxième, c'est la témérité. Et donc, si on est lâche, eh bien, on ne sera pas très heureux et on ne sera pas un modèle dans la société. On n'aidera pas beaucoup les autres. Et en même temps, si on est téméraire, on met sa vie en danger. Et c'est aussi un acte dangereux pour nous qui fait que c'est un vice pour Aristote. Et donc, il nous dit, la vertu, c'est le courage, c'est-à-dire savoir dépasser ses peurs pour une action qu'on estime nécessaire, juste, importante, et en même temps sans aller trop loin, sans mettre forcément sa vie en danger, alors qu'on sait qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir. Bon, après, on peut le faire. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont mis leur vie en danger dans des causes pendant la guerre, etc. Bien sûr. Mais dans notre vie, je dirais à peu près normale, évitons de mettre notre vie en danger, effectivement, inutilement. Donc, la vertu, c'est un juste milieu entre 2 extrêmes. De la même manière, la tempérance, la vertu qui règle nos appétits, notamment nos appétits sensuels, nos appétits vers la nourriture, etc. La tempérance, c'est un juste milieu entre 2 extrêmes. D'un côté, la débauche, qui serait effectivement de se vautrer de tout, et puis finalement, on sera ni heureux et on ne rendra pas les autres heureux si on est dans l'extrême en permanence de ce point de vue-là. Et puis l'autre extrême, c'est l'ascèse, c'est-à-dire le refus du plaisir, le refus d'avoir une jouissance charnelle de quelque manière que ce soit. Et pour Aristote, c'est un vice. Et donc, il renvoie dos à dos les ascètes et les débauchés. Et il nous dit ce qui rend heureux et ce qui permet d'avoir une vie équilibrée en société, c'est effectivement la tempérance. Alors, dernier point sur la vertu, on pourrait, dans le cours, j'en développe beaucoup plus, mais c'est juste pour vous donner un petit avant-goût, c'est que la vertu, comment on la développe? Eh bien, on la développe en posant des actes vertueux. De la même manière, nous dit Aristote, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en posant des actes de courage qu'on devient courageux. Et donc, il faut commencer lorsque vous avez peur de quelque chose. Alors, moi, je vais vous prendre un petit exemple très simple. J'ai eu longtemps une phobie de l'avion. Et puis, je me suis dit, il faut absolument la dépasser. Et j'ai décidé de prendre l'avion sur un petit trajet d'une demi-heure, puis après d'1 heure. Et puis, c'est comme ça que j'ai réussi à la dépasser. Bon, vous me direz aujourd'hui, c'est peut-être pas vertueux de prendre l'avion compte tenu des problèmes écologiques. Donc, c'est peut-être un mauvais exemple que j'ai pris. Mais en tout cas, le courage, c'est d'arriver à poser un petit acte qui nous fait grandir par rapport à une peur. Et donc, lorsque vous posez un petit acte, si vous avez peur de quelque chose, vous allez aller un tout petit peu plus loin, et puis un tout petit peu plus loin. Et c'est en posant jour après jour des petits actes de courage que vous allez devenir courageux.
Et donc, c'est aussi simple que ça. La vertu, ça se cultive au quotidien par des petits actes, des petits pas. Et à force de faire des petits pas, vous ferez des très grands pas et vous ne vous rendrez même pas compte qu'en quelques semaines, voire en quelques mois, vous pourrez acquérir une vertu là où vous aviez un vice ou une difficulté. Et dans tous les domaines, on le voit, donc on a des addictions, etc. Souvent, on fait des petits pas pour y arriver. Alors, des fois, il faut être plus radical, mais bon, c'est un autre problème. Donc, la vertu s'acquiert en posant des actes. Et je terminerai par ce petit conte amérindien que je cite souvent, mais qui illustre parfaitement ce que je viens de vous dire sur la vertu. Vous savez, c'est ce vieillard indien qui pose la question à son petit-fils, tu sais qu'il y a deux loups en toi, il y a un loup cruel, méchant, puis il y a un loup bon, gentil, altruiste, et les deux sont là, ils se mènent une guerre entre eux, parce que le cœur de l'homme est paradoxal, il y a tout ça en lui. Et est-ce que tu sais lequel va gagner? Et le petit-fils dit non, grand-père, je ne sais pas. Et le grand-père lui dit, celui que tu nourris. C'est-à-dire que si tu cultives, si tu nourris le loup bon, tu deviendras un homme bon. Si tu nourris le loup mauvais, tu deviendras un homme mauvais. Autrement dit, si tu cultives le courage, la justice, la tempérance, la tolérance, la politesse, etc., tu acquerras toutes ces qualités. Et au contraire, si tu cultives les autres, les vices, si tu cultives la lâcheté, si tu cultives l'injustice, si tu cultives le mensonge, à force de poser des actes, à force de mentir, à force de poser des actes injustes, etc., tu deviendras un homme qui sera enfermé dans ses vices. Et donc, c'est effectivement nous qui sommes responsables fondamentalement de notre vie morale et nous pouvons grandir en vertu comme en vice en fonction des actes quotidiens que nous posons. Et quand je dis des actes, c'est aussi des pensées et c'est aussi des paroles. Voilà, donc sur la vertu, un petit avant-goût de ce dont je vous parlerai. Mathieu, je ne sais pas si tu es là. Bon, je pense que Mathieu est parti. Il a dû s'absenter un petit moment. Donc, du coup, je vais peut-être continuer sur le deuxième point que je voulais évoquer avec vous. Marine, ça a sauté? Non, Fred, je suis là, Fred. Ah, et moi, ça a sauté. Vous me voyez ou pas? Non, on te voit, parfait. En fait… Ok, c'est que moi, je ne vois plus rien. Donc, oui. Tellement nombreux que ça a sauté. Le second sujet, Frédéric, pardon. Oui. Second sujet, comment apprendre à lâcher prise pour retrouver la sérénité? Alors, ok, et si on ne voit plus à l'écran, dis-le-moi, parce que moi, là, je suis chez des amis qui ont une meilleure connexion que moi, et l'écran a sauté, donc je ne vois plus rien. Non, c'est 5 sur 5, on te voit bien, je te dirai si vraiment il y a un souci, mais pour l'instant, c'est magnifique. Donc, je regarde le fond d'écran, qui est très beau d'ailleurs. C'est un magnifique paysage avec des cascades et tout, non, c'est très beau. Donc, la deuxième chose, c'est le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, effectivement, c'est une question qui est très importante parce qu'on est tous les jours confronté à des difficultés de lâcher-prise et c'est un mot moderne qui évoque une notion philosophique très ancienne qu'on trouve notamment chez les philosophes stoïciens, mais qu'on trouve beaucoup aussi chez les philosophes taoïstes qui nous parlent de la distinction, alors là je vais prendre le célèbre philosophe Épictète, de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et l'idée d'Épictète, c'est de dire ce qui dépend pas de nous et qu'on ne peut absolument pas changer, c'est-à-dire il y a des choses qui viennent du destin, il y a des maladies, il y a des événements collectifs, etc. Il ne faut surtout pas chercher à lutter contre ce qu'on ne peut absolument pas changer. Mieux vaut accepter joyeusement le destin. C'est ce que Nietzsche appellera ensuite amor fati. Aime le destin, aime ton destin. Lorsque tu ne peux pas y échapper, aime ton destin parce que c'est ta plus grande liberté. C'est d'adhérer finalement librement à quelque chose que tu subis. Mais à partir du moment où tu y adhères librement, tu ne le subis plus. Tu deviens acteur. Et à ce moment-là, tu souffres beaucoup moins que si tu es en lutte, que si tu es en colère, que si tu es révolté contre quelque chose qui t'arrive que tu n'as pas choisi. Et donc à ce moment-là, le fait d'accepter son destin nous permet de garder la sérénité à travers des événements douloureux, difficiles. Mais par contre, si on peut changer quelque chose, et qu'on peut changer quelque chose, donc ce qui dépend de nous, eh bien, faisons tout pour le changer. Si on peut changer, on est face à une injustice et qu'on peut agir pour la changer,
faisons-le. Mais si on peut rien, prenons l'exemple de Nelson Mandela. Il s'est retrouvé dans une confrontation avec un pouvoir totalitaire. Il a été mis en prison. Il ne pouvait rien faire de sa prison. Il aurait pu passer 27 ans en prison, en colère, en rage. Eh bien, pas du tout. Il s'est dit, je ne peux rien faire. Je suis en prison et je vais essayer de faire quelque chose. Parce qu'il y a un téléphone qui arrive. Excusez-moi. Je vais essayer de faire quelque chose qui va me permettre de garder la sérénité. C'est-à-dire qu'il a, au fond, cultivé la sérénité. Il a accepté son destin et il s'est préparé dans l'éventuelle possibilité d'une libération. Il s'est préparé à pouvoir apporter à son peuple effectivement la justice. Et donc, il n'a pas été, pendant 27 ans révolté, on voit ses carnets, ses courriers, tout, c'est extraordinaire la manière dont il a accepté son destin, tout en sachant que dès l'instant où il pourrait agir, il agirait de manière extraordinaire, ce qu'il a fait. Et donc, quand ça dépendait de lui, il l'a fait. Et pendant qu'il était en prison, ce qui dépendait de lui, c'était pas de faire une lutte armée alors qu'il était, ou même de parler à son peuple alors qu'il était en prison, il ne pouvait pas le faire. Ce qui dépendait de lui, c'était de gérer ses émotions. Il aurait pu, encore une fois, être en colère, être révolté, être dans un état où il n'aurait sans doute pas survécu longtemps en prison. Et le fait qu'il ait su garder la sérénité, qu'il ait su gérer ses émotions, ses colères, ses tristesses, ça l'a aidé à tenir et finalement, on voit le résultat a été extraordinaire. Tout ça pour vous dire, je prends un exemple un peu extrême, mais c'est pour vous dire que en fait, lâcher prise, c'est accepter ce qu'on ne peut pas changer et du coup, on garde la sérénité, voire on peut avoir de la joie. Alors, je parle de ça surtout sur des événements qui ne sont pas tragiques. Mais je vais vous donner un exemple que je raconte de temps en temps parce que ça m'a frappé. C'est qu'un jour, truc qui nous arrive parfois, c'était il y a longtemps parce que j'avais une voiture à Paris. Aujourd'hui, ça fait 15 ans, voire plus, que j'ai plus de voiture à Paris. Mais à l'époque, maintenant j'ai un vélo. Mais à l'époque, j'avais une voiture. Et puis, un jour, je sors d'un restaurant et la voiture a disparu. Elle n'était plus là. Et donc, je me dis, zut, je réfléchis, je me dis, bah, elle est partie à la Fourrière parce que j'étais sur une place qui était interdite. Et là, je commence à m'énerver, je vais perdre du temps, je ne pourrais pas aller à mon rendez-vous d'après, etc. Puis je me dis, mais pourquoi tu t'énerves? Il fait beau, tu es en bonne santé, tu viens d'avoir un repas magnifique et tout, mais ne t'énerve pas, ça n'en vaut pas la peine. Et là, je me suis mis à rire de moi et j'ai une espèce de joie qui m'est tombée dessus. La joie du lâcher-prise. Et ça, vraiment, je l'ai expérimenté souvent dans ma vie. Quand on lâche prise, la joie vous tombe dessus. Et j'ai été tout guiré chercher ma voiture à la Fourrière. Et là, je vois le type qui fait une mine et qui me dit, oui, venez chercher une voiture. Je dis oui. Il me dit, mais pourquoi vous êtes joyeux comme ça? Je lui dis, bah, parce que finalement, la vie est belle et puis c'est pas si grave. Et il me dit, oh, bah, si tous les gens pouvaient être comme vous, qu'est-ce que ce serait agréable? C'est un exemple de lâcher prise qui m'ont. Est-ce que, Mathieu, on m'entend? Est-ce que je t'entends parler? Non, on t'entend. Je disais, ça a dû le changer. Ah oui, oui, d'accord. Je croyais qu'il y avait un problème technique. Donc, tout va bien. Donc, effectivement, ce gars-là, ça lui a mis une petite lueur dans sa journée parce qu'il voit toute la journée des gens qui lui disent il y en a marre, d'ailleurs, c'est injuste, j'étais bien garé. Enfin, on est tous de mauvaise foi dans ce genre de choses. Donc, c'est des petits exemples. Mais concrètement, j'ai vraiment appris, lorsque je ne peux pas changer les choses, à les accepter. Du coup, on devient acteur. C'est-à-dire que finalement, on reste d'une certaine manière maître de la situation, non pas de la situation extérieure, mais de la situation intérieure. C'est-à-dire, je décide que ce n'est pas parce que ma voiture est à la Fourrière ou parce qu'il m'arrive telle contrariété ou telle personne me fait telle chose que j'aime pas, que ça va me rendre heureux ou malheureux. Je ne donne pas ce pouvoir aux autres. Je ne donne pas ce pouvoir aux événements. Le pouvoir d'être heureux ou malheureux, j'essaie de le garder pour moi. Évidemment, il peut être atteint aussi par des événements tragiques. Si un ami décède, ça me rendra forcément malheureux, et heureusement. Mais j'ai encore la possibilité de l'accepter ou pas. Et j'ai plusieurs fois raconté que j'ai vécu quelques deuils tragiques dans lesquels le fait, au bout de quelques jours, d'accepter d'être dans un oui, un grand oui sacré à la vie, comme dit Nietzsche, m'a permis de surmonter beaucoup plus facilement ma peine. Et tout en ayant de la tristesse, j'avais aussi des moments de joie, parce qu'au fond, je sentais que j'aime la vie et je l'aime avec tout, avec ses hauts, avec ses bas, avec les moments joyeux et avec les moments tristes. Et les moments tristes font aussi partie de la beauté de la vie. Donc c'est pour ça que il est important qu'on nous apprenions tous
à lâcher prise pour essayer de retrouver la joie et la sérénité. Donc c'est aussi évidemment un des cours, des leçons importantes de cette masterclass. Dites-nous d'ailleurs dans la zone de chat, peut-être rapidement, en une phrase, ce que vous avez retenu de ce second sujet sur le lâcher-prise. Et puis pendant ce temps, Frédéric, j'en profite pour amorcer le troisième sujet de cette conférence. Comment grandir dans la joie? Alors, la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce que j'aime beaucoup dans la joie, c'est qu'on la contrôle pas. Vous savez qu'on est très contrôlant, on a vraiment besoin toujours de contrôler tout, ça nous rassure. Mais la joie, on peut pas la contrôler. Vous pouvez contrôler d'une certaine manière ou maîtriser le plaisir. Vous pouvez vous dire, je vais me faire un petit plaisir, mais vous pouvez pas dire, je vais me faire une petite joie. Non. Vous pouvez vous dire, j'aime le café, je vais aller prendre un café, j'aurai du plaisir. J'aime telle série télé, je vais la regarder, j'aurai du plaisir. J'aime parler à telle personne, je vais l'appeler, j'aurai du plaisir. Ça marche à tous les coups. Mais vous ne pouvez jamais programmer une joie. Parce que la joie nous tombe dessus. La joie, c'est comme une grâce. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. Alors, si on ne peut pas programmer la joie, il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, on peut cultiver un terrain favorable à l'émergence de la joie. C'est-à-dire qu'au fond, on peut essayer d'avoir des attitudes, des comportements qui favorisent l'émergence de la joie. Je viens de vous donner un exemple. Le lâcher-prise favorise l'émergence de la joie. Lorsque vous luttez contre une situation, vous allez être dans la tristesse. Lorsque vous acceptez une situation et que vous lâchez prise du fond du cœur, une joie, très souvent, peut vous tomber dessus. D'autres exemples, la qualité de présence. La qualité de présence est nécessaire à la joie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas présent à ce que vous vivez, aucune joie peut advenir. Si vous vous promenez devant un paysage magnifique et puis que vous pensez à votre feuille d'impôt que vous n'avez pas remplie, aucune joie va advenir. Vous serez à ruminer tous vos soucis. Et c'est pareil pour tout. Lorsque vous parlez à vos proches, à un enfant, puis que vous n'êtes pas présent, vous êtes ailleurs, aucune joie viendra. Si vous êtes totalement présent, vous allez voir à un moment donné dans une réflexion, dans une mimique, dans un regard, dans un sourire, dans quelque chose qui peut vous mettre dans une joie extraordinaire. Donc la qualité de présence est nécessaire à l'éclosion possible de la joie. Et puis, je dirais aussi la gratitude. C'est un exemple que je cite parce qu'il m'a beaucoup frappé. On se plaint beaucoup. Alors là, comme je sais qu'on a des amis québécois, c'est beaucoup moins le cas au Québec. Mais disons qu'en France, on se plaint beaucoup. Ça fait partie de notre ADN, voilà, on est formaté pour se plaindre, pour plein de raisons que j'ai pas le temps d'exposer ici. Et ben, la plainte ne favorise pas l'émergence de la joie. Alors qu'au contraire, je dirais que la gratitude, c'est savoir remercier. Remercier d'être en vie, remercier d'être en bonne santé. On peut remercier, mais 100 fois par jour. Remercier, évidemment, quand on a un cadeau de la vie, quand on réussit quelque chose, quand on a un ami qui était malade et qui est guéri, quand on a échappé à un danger. Bien sûr, on peut remercier pour ça, mais remercier aussi pour tout le miracle permanent de la vie. D'ailleurs, on s'en rend compte. Hein. Il suffit d'être en mauvaise santé, on a presque tous été malades ou de quelque chose ou d'autres choses ces derniers temps. Et bien finalement, on se rend compte que dès que la santé est là, on se dit oh, qu'est-ce que c'est extraordinaire, mais c'est un miracle. J'ai mon ami André Consponville qui me disait que lui, il a commencé à philosopher vers 7-8 ans quand un jour il a vu une personne aveugle. Et il s'est dit, mais c'est incroyable, cette personne, comme elle doit désirer voir. Ça doit être tellement terrible de ne pas voir, mais elle serait dans un état de bonheur permanent si elle pouvait voir. Et il s'est dit, bah moi, je décide que, parce que je vois, je dois être dans un état de bonheur permanent. Alors il nous dit, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais quand même, bien sûr qu'on ne peut pas durablement se dire, chaque seconde, c'est extraordinaire, je vois, je sens, je goûte, etc. Mais y penser de temps en temps, ça fait du bien. Et ça permet d'être dans la gratitude. Et la gratitude entraîne la joie. Et puis, il y a une autre chose qui est d'un tout autre domaine, qui nous permet de développer la joie. Et là, on rentre dans de la philosophie plus profonde avec ce philosophe que, évidemment, vous connaissez tous, parce que je ne cesse de le citer, qui est Baruch Spinoza, qui est le grand philosophe de la joie. Et lui, il nous dit quelque chose de très fondamental. C'est que, au fond, l'être humain fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Et chaque fois qu'il peut grandir, que sa puissance d'action
peut augmenter, qu'il se sent plus vivant, qu'il augmente sa puissance vitale, qu'il peut agir mieux, plus, et bien à ce moment-là, le sentiment qui accompagne cette croissance, c'est la joie. Et chaque fois qu'au contraire, il diminue, qu'il rencontre un obstacle qui ne peut pas s'accomplir, qui ne peut pas se développer, qui ne peut pas aller vers ce vers quoi sa nature le porte, il est dans la tristesse. Et il nous dit, la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux qui accompagnent la vie humaine, et la joie vient de la croissance. La joie vient du fait qu'on peut grandir, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut se perfectionner, qu'on peut avoir plus d'impact sur le monde, sur les autres. Et donc, à ce moment-là, la joie se travaille. Et elle se travaille à travers, finalement, alors on est toujours dans l'idée que la joie, on ne la contrôle pas, mais en faisant ce travail pour nous réaliser, pour nous accomplir selon notre nature singulière, on sera de plus en plus joyeux. Et donc, pour ça, eh bien, il faut apprendre à se connaître. Il faut faire tout un travail de connaissance, d'observation de soi, d'observation de ses émotions, de ses affects, pour avoir des idées de plus en plus justes, de plus en plus adéquates qui vont accompagner nos émotions. Et c'est à travers ce travail intérieur, d'introspection et de connaissance de soi qu'on va pouvoir orienter de plus en plus nos désirs, puisque le désir c'est l'essence de l'homme, nous dit Spinoza, c'est le moteur de toutes nos existences. Sans désir, on ne fait rien. Eh bien, c'est à travers l'orientation de nos désirs vers des personnes, vers des choses, vers des idées qui sont bonnes pour nous, qu'on sera dans la joie. Alors que si on oriente nos désirs vers des personnes, vers des croyances, vers des idées, vers des choses, vers des objets qui ne sont pas bons pour nous, qui ne correspondent pas, qui ne s'accordent pas, nous dit Spinoza, avec notre nature singulière, on sera dans la tristesse. Et donc, il est essentiel d'apprendre à bien orienter ses désirs, surtout pas les supprimer, mais les orienter vers ce qui nous fait grandir. Et évidemment, c'est un apprentissage de tous les jours, parce que très souvent, pour des raisons inconscientes, on va orienter nos désirs vers des personnes qui nous maltraitent. Si on a été maltraité enfant ou si on a la croyance qu'on ne vaut rien, eh bien, on va orienter spontanément, inconsciemment, nos désirs vers des personnes qui vont nous confirmer cette croyance ou ce fait qu'on doit être maltraité. Et c'est pour ça qu'on va toujours orienter mal nos désirs. Et donc, il est très, très important de faire un travail de connaissance de soi. Moi, j'avoue que j'ai fait des années de psychothérapie, notamment de psychanalyse. Ça m'a énormément aidé à me connaître, à m'observer, à me dire, mais pourquoi je fais en permanence ce scénario, ce mécanisme de répétition qui fait que, par exemple, je choisis toujours des mauvaises personnes dans tel domaine, etc. Et donc, ça permet vraiment de se réorienter et de réorienter ses désirs, encore une fois, vers des choses ou des personnes qui sont bonnes, qui me font du bien. Et ça commence, vous savez, ça commence par les aliments. Apprendre à découvrir quels sont les aliments qui me font du bien. Et puis, comme ça, je vais réorienter mes goûts, je vais les travailler, les cultiver pour aller vers des aliments qui me mettent en bonne santé, puisque la santé, c'est le bonheur du corps. Et donc, il est très important d'orienter nos désirs vers des aliments qui nous font du bien. Puis après, évidemment, ça se porte sur des activités, sur des croyances, sur des personnes. Donc voilà, c'est une autre manière que j'aborde dans ce cours de parler de la joie, puisque la joie, c'est quoi? C'est tout ce qu'on recherche. C'est le suprême désirable. Il n'y a pas plus désirable que la joie. Si on vivait dans une joie permanente, ça s'appelle la béatitude. C'est ce que recherchait Spinoza. C'est ce que recherchent les saints. C'est dans toutes les quêtes spirituelles du monde, on recherche la béatitude, cet état de joie permanent. Eh bien, on peut déjà, je dirais, commencer à la goûter lorsque progressivement on apprend à réorienter nos désirs de manière juste. On est de plus en plus dans un état joyeux. Même si on n'a pas forcément un tempérament joyeux à la base, ça c'est génétique, eh bien on peut être de plus en plus dans une petite joie qui est là présente parce que finalement on a choisi des choses, des personnes, des activités qui nous conviennent et on est bien. Et à ce moment-là, cette joie ne nous quitte jamais. Cette joie, comme nous dit Spinoza, elle est active. Elle est liée à des idées vraies. Elle ne nous quitte jamais. C'est pas comme les joies passives qui sont liées à des idées erronées. Par exemple, je choisis des partenaires qui me mettent dans une passion pas possible, puis après, je ne les supporte plus, voire je les hais. Eh bien, ça, c'est une joie passive. L'idée qui a accompagné cet amour était erronée. Du coup, la joie, elle se transforme en tristesse. Voilà, donc il est important d'apprendre tout ça et de découvrir comment aller vers des joies actives qui font qu'on est de plus en plus durablement et profondément heureux. Frédéric, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on réponde aux différentes questions. On va en choisir un maximum. Laisse-moi juste une petite seconde. Il y a Sébastien qui va m'envoyer tout ça.
Et puis on est parti pour la première question. Alors on a une question d'Odile. Comment ne pas s'accrocher à ses pensées toxiques et ne pas paniquer? Oula, question difficile. À ce sujet. Moi j'ai tendance à dire, il y a plusieurs approches possibles, on peut répondre de plusieurs manières, mais ce qui me viendrait spontanément, c'est de dire que on peut souvent agir par le contraire. C'est-à-dire, lorsqu'on a une pensée toxique, on peut essayer de développer l'inverse. Par exemple, si j'ai une pensée triste qui m'arrive, essayer de penser à quelque chose de joyeux. J'ai une pensée triste parce que peut-être j'ai perdu un proche, j'ai une maladie, etc. Eh bien, immédiatement, aller me réfugier dans son opposé, c'est-à-dire dans quelque chose de joyeux, essayer de visualiser un endroit où je me sens bien, où je suis parfaitement un souvenir d'enfance, quelque chose qui me met dans la joie. Parce que les choses, vous savez, fonctionnent souvent comme ça par polarité. Si vous avez peur, vous êtes en insécurité, eh bien, essayez de visualiser un endroit où vous vous sentez en sécurité, ou un moment de votre vie où vous vous sentez en sécurité. Et vous allez renforcer quelque chose en vous. Vous savez, Spinoza nous dit encore une vérité très profonde. Il dit, lorsqu'on a un affect, une émotion, un sentiment, on n'arrivera pas à s'en débarrasser uniquement par la raison et par la volonté. C'est pas parce que on veut qu'on peut, forcément. C'est pas parce qu'on a compris qu'il fallait décrocher de ces pensées toxiques qu'on va y arriver. Mais il nous dit le seul moyen de quitter un affect toxique ou négatif qui nous fait du mal, c'est de faire surgir un affect plus important, positif. C'est-à-dire qu'on va contrecarrer un affect négatif par un affect positif, et ça correspond exactement à ce que je viens de vous donner comme exemple. Amener de l'émotion positive par le biais de l'imagination, par le biais de la raison, pour essayer d'évacuer les aspects, les affects négatifs. Et je peux vous garantir que ça marche, je le fais souvent, et c'est vraiment quelque chose de très précieux. Odile, est-ce que ça répond à ta question? Bon, je pense qu'on peut en parler pendant très longtemps. Peut-être que tu peux nous faire un petit point, Frédéric, c'est revenu assez souvent. Je vais pas citer des exemples trop personnels pour ne pas cibler les personnes qui nous ont posé en privé des questions. Il y a Sandrine, ça résume très bien. Comment lâcher prise face à un passé mais qui est vraiment douloureux, bon, par exemple la perte d'un proche. Si tu as 2-3 petits conseils à nous redire là-dessus. Il y a aussi des gens qui nous ont rejoints, donc peut-être en 2 minutes, hein, rapidement. En fait, le seul moyen profond, j'ai envie de dire, de lâcher prise, c'est l'acceptation de la vie dans sa globalité. C'est-à-dire, si vous isolez un moment précis, si vous dites, si vous regardez que le moment tragique, c'est très difficile de lâcher prise et d'accepter les choses. Et donc, il est très important d'avoir une vision globale de l'existence. Et du coup, on comprend, on ressent, on intègre que la vie, c'est une symphonie dans laquelle il y a des notes tristes, il y a des notes joyeuses. Il y a des moments lents, il y a des moments rapides. Il y a des moments dans lesquels ce n'est plus harmonieux, il y a des moments dans lesquels c'est très harmonieux. Et lorsqu'on a ça imprimé en nous, en tête, et présent à notre conscience, à ce moment-là, on arrive plus facilement à accepter des moments douloureux. Parce qu'on sait que ce ne sont que des moments douloureux. Ce n'est pas l'intégralité de notre vie. On peut se souvenir d'un tas de moments bons du passé et on peut espérer qu'on va avoir encore des moments heureux, bons, et donc ne pas rester enfermé, je dirais, dans la douleur. Ne pas rester enfermé dans la représentation imaginative aussi qu'il y a autour de cette douleur, parce que souvent on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Et ça, c'est faux. On a tous vécu des drames et on a tous survécu à des drames. Et des fois même, on a grandi, on s'est amélioré, on a progressé à cause ou grâce à ces drames. Et donc, lorsqu'on a cette compréhension profonde de la vie, eh bien, ça nous aide à lâcher prise, ça nous aide à accepter, ça nous aide à dire oui à la vie. Et quelqu'un qui en parle à merveille, que je cite souvent aussi bien dans mes livres que dans ce cours, c'est Itil Soum, cette jeune femme juive déportée qui est décédée à Auschwitz et qui nous a dit dans un premier camp de concentration dans lequel elle a été déportée avant d'aller à Auschwitz, elle nous disait, mais au fond, je continue d'aimer la vie, je continue d'être dans la joie, même derrière les barbelés, même dans ce camp dans lequel on meurt de faim, on nous traite moins bien que les animaux.
Elle dit parce que je me souviens de tous les moments merveilleux que j'ai vécus dans mon enfance. Parce que même dans ce camp, je vois des gens merveilleux, je vois des gens partager un petit bout de pain alors qu'on meurt de faim avec quelqu'un qui est en train de mourir, qui a encore plus besoin. Et donc ces moments-là m'émerveillent. Et du coup, je ne m'enferme pas dans la douleur de ce que je vis présentement. J'arrive à élargir ma conscience à quelque chose de beaucoup plus large et je continue de trouver que la vie a du sens et à aimer la vie. Alors c'est un cas tout à fait extrême que je cite pour dire que quelles que soient les conditions, on peut dépasser la souffrance si on a cette vision globale. Il faut voir, comme nous dit Itil Soum, la vie comme un tout indivisible et ne pas simplement prendre que les bons côtés de la vie. Et c'est comme ça qu'on sera encore plus heureux et qu'on aimera encore plus la vie parce qu'on saura savourer intensément les moments heureux, les moments joyeux et on saura mieux supporter les moments les plus douloureux. Une question de Nad. Comment se détacher de nos peurs pour atteindre la joie? C'est vrai que parfois on a des peurs qui peuvent nous paralyser. Est-ce que tu peux nous en toucher rapidement quelques mots? En fait, toute émotion s'accompagne d'une idée. Ça, c'est encore une compréhension que nous apporte Spinoza. Il nous dit, au fond, chaque émotion est accompagnée d'une idée, c'est-à-dire d'une pensée. Et donc, nos peurs, il y a toujours une pensée qui les accompagne. Mais cette pensée, elle peut être adéquate ou inadéquate. Elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Par exemple, j'ai peur des chiens parce que quand j'étais enfant, j'ai un gros chien qui m'a mordu ou qui a couru sur moi, j'ai eu une terreur et j'ai pensé, est venue l'idée, les chiens sont dangereux. Et chaque fois que je croise un chien, j'ai peur. Sauf que la pensée « tous les chiens sont dangereux » est fausse. Certains chiens peuvent l'être, mais tous les chiens ne sont pas dangereux. Et donc, Spinoza nous dit, il faut travailler sur nos idées. Lorsque, autant pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, souvent il faut travailler sur les émotions, autant il faut aussi travailler sur les idées, c'est-à-dire essayer de voir si l'idée que j'ai est vraie ou fausse. Donc l'idée qu'accompagne votre peur, est-ce que c'est une idée que vous avez vérifiée, qui est certaine, ou est-ce que c'est peut-être votre imagination, un mauvais souvenir, quelque chose qui était vrai à un moment donné qui ne l'est plus aujourd'hui? Donc il est très important d'exercer son discernement, d'avoir une compréhension juste des idées qui accompagnent nos peurs, et c'est comme ça qu'on pourra voir si ces idées sont vraies ou fausses, et qu'on pourra dépasser la peur. D'ailleurs, on le voit très bien. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Lorsqu'ils ont une peur parce qu'il y a un bruit dans le grenier, on lui dit mais ne t'inquiète pas, il ne peut pas y avoir de cambrioleurs dans le grenier, ils ne peuvent pas y avoir accès. Donc on comprend, et qu'une fois qu'ils ont compris, ils n'ont plus peur. Et donc c'est la compréhension, c'est l'idée rectifiée qui permet de dépasser la peur. Et donc c'est pour ça qu'il est très très important d'exercer un discernement et de savoir pour cela mettre un peu de distance émotionnelle par rapport à ces émotions. Et donc c'est pour ça que de manière générale, dans beaucoup de cours, je fais des petites pratiques de méditation parce que ça aide à mettre de la distance, et notamment par rapport à nos émotions. Il est essentiel d'avoir une sorte de culture de la méditation, de la pratique de la méditation, parce que elle permet non seulement d'avoir tous les avantages qu'on connaît, de réduction du stress, etc. et tout, mais de manière générale, elle permet de mettre de la distance par rapport à ces émotions. Et donc, lorsqu'une émotion arrive, c'est important d'avoir un tout petit peu de distance pour que la raison puisse arriver et discerner. Dire, est-ce que cette peur, elle est justifiée ou pas? Et puis, comment je peux faire, si cette peur est justifiée, pour agir au mieux pour ne pas me mettre en danger ou pour éviter le danger. Alors que si on est submergé par la peur, on va faire la pire chose qui soit. Et du coup, il va nous arriver beaucoup plus certainement un problème que si on a eu le temps d'avoir cet petit instant de distance et de réflexion pour trouver la meilleure solution pour dépasser cette peur. Et puis, il y a des fois des peurs qui sont tellement enracinées en nous, elles viennent de très loin, qu'il n'y a qu'une thérapie qui permet de s'en débarrasser. Et donc, il existe beaucoup de thérapies. Heureusement, aujourd'hui, on a un choix extraordinaire. Du temps de Spinoza, ça n'existait pas, la thérapie. Enfin, ça existait peut-être, mais on ne sait pas. Et donc, aujourd'hui, il y a des tonnes de thérapies, des thérapies par le langage, des thérapies par le corps, par les émotions, etc. Et donc, il existe beaucoup de thérapies qui permettent, de manière des fois assez rapide, en quelques séances, de vraiment réduire fortement certains affects, certaines peurs, notamment si c'est des peurs liées à des traumatismes. Je connais des gens qui ont pu régler des problèmes de traumatisme très violents, notamment d'agression sexuelle, grâce à l'EMDR, donc cette thérapie cognitive à travers, vous savez, le mouvement oculaire, qu'on a beaucoup développé
aux États-Unis après la guerre d'Irak. Hein. Il y avait beaucoup de gens traumatisés par ce qu'ils avaient vu, et cette thérapie les a aidés à retrouver un niveau normal et ne plus être dans l'anxiété permanente. Donc là-dessus, il existe de nombreuses thérapies qui peuvent vous aider si vous êtes trop enraciné dans vos peurs. Donc, je pense que Marie-Pierre, ça répond aussi un petit peu à ta question qui est arrivée entre-temps, comment gérer nos anxiétés. Il nous reste quelques questions. Frédéric, peut-être ce que je te propose, c'est qu'on en prenne encore une ou deux. Oui, avec plaisir. Ça fait déjà un petit moment. Alors, Evelyne, quelle est la différence entre la joie et l'amour? Et c'est vrai que c'est ces deux thèmes aussi que tu abordes dans la masterclass. La différence entre quoi? Entre la joie et l'amour. Ah, Soyons un peu gays. non, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est que l'amour, c'est un sentiment. La joie, c'est une émotion. L'amour, c'est un sentiment qui nous relie aux autres, qui nous relie au monde. Et la joie, c'est une émotion qui vient, encore une fois, un peu comme une grâce, ou qui germe en nous, parce que elle accompagne justement des habitudes, des pratiques, des actes qui sont justes, qui nous correspondent, qui nous permettent d'être pleinement nous-mêmes, ou qui sont des actes de bienveillance. Parce que, par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la bienveillance et l'amour suscitent la joie. Donc voilà, la joie est une émotion qui accompagne, qui vient couronner finalement un certain nombre de choses que nous vivons lorsque ces choses sont justes. Et l'amour, c'est ce sentiment qui nous relie aux autres. Et d'ailleurs, ce sentiment, il peut être juste ou pas juste. La joie, elle nous tombe dessus, on la maîtrise pas, mais l'amour, on peut aussi beaucoup plus le choisir. On oriente nos relations, on fait des choix. On peut les subir aussi, hein, bien entendu. Et donc, au fond, il y a plein de types d'amour. Il y a des amours passionnels, il y a des amours d'amitié, il y a des amours spirituels, il y a des amours inconditionnels. Tout ça, ce sont des sentiments qui nous relient les uns aux autres, et les joies qui les accompagnent ne sont pas les mêmes. Et vous savez, la définition que donne Spinoza de l'amour, il nous dit c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire que ça veut dire que l'amour vous met en joie, crée cette émotion de joie, parce que vous êtes en amour. Chaque fois quand on tombe amoureux, il y a une joie. Donc la joie est l'émotion qui accompagne le sentiment amoureux, comme je vous ai expliqué. Sauf qu'il nous dit que ça accompagne pas vraiment la personne, mais l'idée qu'on en a. C'est-à-dire que je pense à quelqu'un, ça me met dans la joie. Mais l'idée que j'ai de la personne n'est pas forcément juste. Et donc dans l'amour, il peut y avoir des amours passionnels qui sont dans l'illusion. On projette sur les autres un tas de choses. Tout ce qu'on a envie, toutes nos attentes non résolues, nos parents, enfin il y a plein de choses qui se jouent. Et puis au contraire, cette relation peut être juste, avec l'idée qu'on peut avoir des autres est juste. Et à ce moment-là, la joie qu'on a, nous dit Spinoza, elle est éternelle. C'est-à-dire que la joie qu'on a à aimer quelqu'un de manière juste, c'est-à-dire en le connaissant vraiment et pas en étant dans la projection ou dans l'illusion, cette joie demeurera toujours. Il appelle ça une joie active. Et cette joie, elle nous met dans un état durable. Alors que la joie qui est liée à une idée erronée, c'est-à-dire j'aime l'autre parce que je ne le connais pas, je projette sur lui un tas de choses, c'est une joie passive. Ça ne durera pas. Et lorsqu'on va s'apercevoir que l'autre ne correspond pas à ce qu'on pensait qu'il était, on va être dans la tristesse et l'amour peut se transformer en haine. Donc vous voyez, c'est un psychologue extraordinaire, Spinoza. Il nous décrit très très bien le lien entre amour et joie à travers cette notion de joie active et de joie passive. Écoute Frédéric, je vois plus vraiment de questions. Est-ce que peut-être il y a un point important que tu aimerais qu'on développe avant de passer à la conclusion? Je regardais un peu d'où viennent les gens, c'est assez extraordinaire. Et je salue des gens qui viennent de Suède, d'Argentine, de Guyane, etc. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que finalement j'ai des lecteurs dans le monde entier. Et puis je me réjouis en tout cas encore une fois de pouvoir avoir pu vous parler, échanger avec vous, peu importe que vous ayez. Alors là, il va me détester, hein, Mathieu. Frédéric, un grand merci. J'ai vraiment, personnellement, avant de conclure, j'ai vraiment apprécié, dans toute l'équipe en talk show, partager ce moment-là avec toi, mais aussi les mois précédents, on a travaillé quand même assez fort sur cette masterclass. Et puis ensuite, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont été là aujourd'hui, Pat, Muriel, Catherine, Sandrine, Caroline, Marguerite, Camille, Evelyne, Véronique, Françoise.
Et où sont les hommes? Géry, voilà, enfin. En tout cas, un grand merci à vous tous. On a passé un agréable moment.